Aucun animal n'a véhiculé autant d'histoires, de croyances et de légendes que le loup. Pourquoi faut-il que dans notre culture occidentale, le loup paraisse toujours plus féroce ? Les loups ont habité pendant des millénaires les régions tempérées où l'homme, prédateur des mêmes gibiers, était leur grand rival. Le Canis lupus, plus connu sous le nom de loup, est le plus grand spécimen des canidés. Il mesure entre 1,10 m et 1,50 m. Il atteint 70 cm au garrot grâce à ses très longues pattes et il pèse de 20 à 80 kg selon les espèces, avec un record à 96 kg. On le distingue de son cousin, le chien, par ses yeux jaunes et par la courbe de sa queue, toujours basse. Il dispose d'un excellent odorat ainsi que d'une bonne acuité visuelle et auditive. Il vit en meute, et seul le couple dominant se reproduit. La louve donne alors naissance à 5 louveteaux en moyenne par portée et par an. Le loup est un animal particulièrement endurant, capable de parcourir 60 km en une journée avec des pointes de vitesse de 70 km/h. La louve allait en Romulus et Rémus, symbole de la fondation de Rome. C'est un témoignage de la relation établie entre le loup et l'homme dans nos civilisations antiques où le loup apparaît comme un animal respecté et vénéré. Sous l'influence du christianisme, le loup est la bête à abattre. Au Moyen-Âge, il est assimilé à la sorcellerie. Ceux que l'on capturait vivants étaient jugés et condamnés au bûcher ou pendus. C'est à cette époque que commencent à circuler les épouvantables récits de loups mangeurs d'hommes. En l'an 813 de notre ère, Charlemagne fonde la louveterie, une compagnie spécialisée dans la chasse aux loups. Le seul but de cette compagnie est la destruction totale du loup. Pour cela, tous les moyens sont mis en œuvre. Les fameux pièges à mâchoires, les fosses à loups, encore visibles de nos jours, l'affût au fusil avec des bêtes mortes ou vivantes, les appâts empoisonnés garnis de vers pilés ou d'aiguilles, et les hameçons garnis de viande qu'on attachait à un arbre. Pour la chasse au loup, le cheval et le chien jouent un rôle déterminant. Au XIXe siècle, les meutes de chiens courants, alliant résistance et puissance du flair, se composent de chiens de Saintonge, du Haut-Poitou, de Vendée, de Gascogne ou de Normandie. Néanmoins, de célèbres veneurs n'hésitent pas à mêler du sang de loup dans leurs meutes.
À Jancet, dans la Vienne, Julien Bost-Lamondy fait croiser une louve avec son chien, dont les produits, Maraudeur ou Blanc-bec, furent célèbres vers 1910. Et tout ceci pour finir en trophée, accroché sur un mur. Ici, un des derniers loups tués par le rallye Jancet dans la région de Poitiers. À la fin du XVIIIe siècle, le loup est encore un animal commun et il occupe 90% du territoire. À partir de 1798, 6000 loups sont tués chaque année. Un siècle plus tard, en 1898, les populations de loups ne couvrent plus que 16% du territoire français. 4% du territoire en 1908, 1% en 1923. Il ne reste alors plus en tout et pour tout que 2 populations distinctes dans l'Hexagone. La dernière population de loups sauvages en France a perduré durant quelques années à cheval sur 3 régions, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Limousin. C'est important de préciser que les derniers loups de France ont subsisté sur la partie ouest, on va dire, du Massif central. Les départements respectivement Haute-Vienne, Vienne, bien évidemment, la Charente limousine, et puis la Dordogne. Donc c'est vraiment ces territoires-là qui ont représenté les derniers bastions de véritables loups sauvages en France. Alors la question est de savoir pourquoi les loups ont-ils plus subsisté en cet endroit de France que partout ailleurs? Parce qu'il faut savoir que du côté des Vosges, du côté des Pyrénées, du côté des Alpes, pourtant Dieu sait que ce sont et que ça a été des endroits sauvages, eh bien les loups ont disparu à cette époque-là. Et pourtant, dans cette partie de l'ouest de la France, les loups sont là. Alors là, c'est un peu un mystère. Il va falloir forcément émettre des hypothèses. Ce qui a pu être tout à fait favorable à l'animal, c'est la présence en ces lieux de taillis de châtaigniers. Il faut savoir qu'on se trouve dans des régions, on parlera du pays des feuillardiers, où le taillis de châtaignier, c'est-à-dire ces arbres qui étaient coupés régulièrement, eh bien, était un gîte formidable pour l'animal. Et puis si on va du côté de la Vienne, on va rencontrer de la brande, cette grande bruyère qui était très présente auparavant, comme elle l'est d'ailleurs aujourd'hui. Forcément, c'était un endroit de remise idéal pour les animaux, des animaux qui étaient passablement difficiles à traquer dans ces milieux-là. À 101 ans, Louis-François Lapapelière est l'un des derniers hommes à avoir côtoyé le loup sauvage dans le Limousin. C'était l'hiver, hein. Oui. Il faisait froid, et mes parents m'ont dit « amène ces bêtes là-bas pour que ramasser les châtaignes qui restent ». Qu'est-ce que c'était comme bête? C'était une mère truie et une jeune qui avait prête à faire les petits, la plus jeune. Et alors, je les ai amenés dans ce bois. Mais les cultivateurs, pour ramasser les châtaignes, à racler, faisaient des allées comme ça. Les bêtes passaient dessous pour ramasser les châtaignes qui restaient. Et alors, moi, j'avais
j'avais 15 ans, j'avais une arbalète, je les écureuils sur les arbres. Mais à un moment donné, j'ai entendu un bruit comme des bêtes qui se mordent. Je regarde, je m'aperçois que c'était à au moins 50 mètres. Hein. J'ai vu un chien, j'ai cru que c'était un chien qui était au milieu entre les deux bêtes, là, oui. après avoir été chassé par la mertue. Hein. Et puis j'ai continué à regarder tout à coup, mais j'ai un pressentiment quand même que c'était pas bien normal. Qu'est-ce que je vois? Dès la châtaignerie, le châtaignier qui était à côté de moi, là, une tête énorme. J'ai pointu, des yeux qui me regardaient comme ça fixement. Compris, c'était le loup. Alors, il y avait des chênes à côté qui avaient des branches en bas. Je rampe sur le chêne. Et puis le loup passe, il me regarde comme ça, il s'en va. Et puis tout doucement, il a fait le tour de l'arbre, là. Mais j'étais un peu haut, alors il est disparu. Mais j'ai compris que c'était le loup. C'était une bête énorme. C'est pas des loups comme j'ai vu à Thoiry. On m'a toujours dit que le loup n'attaquait pas l'homme. Et forcément, ici, les loups n'étaient pas affamés comme dans certains pays où il y avait quand des loups qui dévoraient les gens. Ça, en Russie, par exemple, les loups, ils attaquaient les gens, et là-bas, tandis qu'ici, ils avaient assez de bêtes à manger ou des brebis. Tout le monde avait des moutons, là. Alors forcément, il y a toujours une qui passait à côté qui était mangé. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, de nombreuses bêtes fantastiques firent leur apparition un peu partout en France. La bête de Benay, en Touraine, aurait causé la mort de 200 personnes. La bête du Limousin, qui prit pour cible des enfants et des jeunes filles. La bête de Cravant, une louve enragée qui sortit de la forêt de Chinon, se jeta sur une trentaine de personnes. Elle fit une vingtaine de victimes qui succombèrent de la rage. À la même époque, dans l'Orléanais voisin, aux environs de Chaingy, une bête féroce sème la terreur. La bête de Tendu-Mosnay, dans l'Indre, s'attaqua à une cinquantaine de bestiaux, mais également à 7 personnes, dont 3 mourront des suites de la rage. Mais c'est en juillet 1764 que la bête la plus célèbre apparut dans le Gévaudan. Une jeune fille de 14 ans est retrouvée morte, éventrée. Elle est la première sur la longue liste des victimes de cette bête féroce. Les premiers témoins décrivent l'animal comme un loup de taille surnaturelle. La bête s'attaque aux enfants qui gardent les troupeaux et aux femmes qui viennent chercher l'eau à la rivière. Le 3 novembre 1764, le capitaine Duhamel, dépêché dans la région à la tête de 56 dragons armés de fusils, organise des battues. Mais à chaque tentative, la bête le ridiculise, en tuant ailleurs. Duhamel est remplacé par le plus grand louvetier de France, Monsieur Denval, fort de ses 1200 loups tués. Denval échoue à son tour. Le roi Louis XV fait alors intervenir son porte-arquebuse, le lieutenant des chasses Antoine de Beauterme. Celui-ci, pire que ses prédécesseurs, escroque le roi en abattant un loup qu'il fait passer pour la bête. Il empocha ainsi la prime. Alors, survient un certain Jean Chastel, considéré comme un sorcier. Il fait bénir ses balles qu'ils font à partir de médailles de la Vierge. Le 19 juin 1767, Chastel abat la bête d'une seule balle. Ainsi mourut la bête du Gévaudan. Cette question est essentielle, de savoir si en effet un jour le loup a-t-il pu attaquer ou dévorer des personnes. Bon, on peut répondre très simplement oui, il fut un temps avec des animaux enragés, tout cela est démontré. Par contre, la réponse est plus difficile si on parle actuellement, car je vous rappelle qu'il y a des pays un petit peu partout en Europe qui accueillent toujours, qui hébergent toujours des populations de vrais loups sauvages. Et à cette question, moi j'ai eu l'occasion de fréquenter l'Italie, j'ai eu l'occasion de fréquenter l'Espagne, la Roumanie, des pays qui accueillent des belles populations de loups. En posant cette question de savoir si les gens ont peur des attaques de loups, les gens nous sourient, les gens ne comprennent pas cette question-là parce qu'ils entretiennent qu'une relation très simple, conflictuelle avec l'animal, mais un animal qui ne va
qu'attaquer dans ces endroits-là que des animaux domestiques, comme peuvent être les moutons, mais en aucun cas attaquer des zones vivantes. Le loup a imprégné nos mentalités et il fait partie de notre langage. Des noms de lieux font référence au passage de l'animal. Sans réellement en avoir conscience, le loup est toujours présent autour de nous. Il hante l'imaginaire. Manifestations diaboliques et surnaturelles se côtoient. L'homme se transforme en loup-garou. Des meneurs de loups utilisent leur étrange pouvoir de sorcier sur l'animal en s'en faisant obéir pour nuire ou pour voler des moutons et des chèvres. Les livres de contes illustrés ont bercé l'enfance de nombreuses générations. Le petit chaperon rouge a été un thème privilégié dans l'imaginaire populaire. Après 70 ans d'absence, Canis lupus, dit le loup, fait son retour en France. En novembre 1992, un couple de loups en provenance d'Italie est observé dans le parc national du Mercantour. Le vieux cri de haine revient en force. Des questions se posent. Le loup va-t-il s'attaquer aux promeneurs? S'en prendra-t-il à nos enfants? L'ordre établi s'en trouve bouleversé, et les éleveurs de moutons, les chasseurs et les élus lèvent leurs boucliers. Non au loup dans nos montagnes. En 2003, 6 départements sont concernés par la trentaine de spécimens. Les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Drôme et la Savoie. Le retour du loup a certainement été favorisé par l'accroissement d'ongulés sauvages et la désertification rurale, accompagnée d'une importante progression de la forêt. Ces dernières années, 15 loups au moins ont été braconnés, empoisonnés ou tirés au fusil, alors que le loup est une espèce protégée en France par la Convention de Berne. Il y a des bergers éleveurs qui sont en montagne. J'ai vu un collègue il y a 10 jours là, et il en peut plus. Il dit moi j'arrête la profession. Je dors plus la nuit, je dors à côté de mes bêtes dans une tente. J'ai des patous, je m'en sors pas. Et tout le monde, tous les gars qui sont en montagne chez nous, à ma connaissance, maintenant je connais que la région. Mais vous ne trouverez jamais un berger ou un éleveur qui est pour le loup. Et on est pour le retour et la présence du loup en France, pour la simple raison qu'il a sa place naturellement sur le territoire national. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il soit absent. Et le loup a été absent en France simplement parce qu'il a été exterminé
à coup de prime, de chasse, enfin tous les moyens ont été utilisés pour le pourchasser. C'est pour ça qu'il a disparu de France au milieu du XXe siècle. La solution, c'est de trouver des régions, des trucs, et parquer le loup carrément comme on parque nos bêtes maintenant dans les fils électriques pour justement essayer de le protéger. Les loups, s'ils veulent être tranquilles et puis laisser tranquilles tous les éleveurs, à ce moment-là qu'on les parque, mais dans des coins bien précis. Pas dans des alpages comme chez nous où il y a encore quand même beaucoup de moutons qui viennent en estive. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, à la fois compte tenu de la faible population de loups et de l'opposition un peu systématique de certains éleveurs et des politiques, malheureusement, c'est difficile d'être optimiste. En même temps, on sait qu'une immense majorité de la population française est favorable à la présence du loup. Il y a eu un sondage il y a quelques années réalisé par Terre Sauvage qui indiquait que 79% des Français étaient favorables à cette présence. Ce que j'en pense, moi, eh bien, je me demande pourquoi il y a certains gens, les écologistes par exemple, qui voudraient repeupler les loups. Repeupler les campagnes, là où il y a des moutons. Dernièrement, là, on a dévoré combien de moutons. Mais les pauvres cultivateurs, ils sont obligés de supporter ça. Eh bien, moi, vraiment, j'ai tué les loups. J'ai tué. Qu'est-ce que vous voulez? Un loup, c'est un loup, ce n'est pas une bête d'appartement. Autrefois, tous les moyens étaient bons pour faire fuir la bête. Les bergers qui allaient au champ se munissaient d'un petit pistolet sans balle. Le bruit et l'odeur de la poudre éloignaient les loups. Pour éviter d'être saisis à la gorge par les loups, les chiens de berger portaient un collier de fer aux pointes acérées. La seule présence de ces chiens suffisait bien souvent à dissuader le loup de toute agression. Des fourches fières, dites fourches à loup, étaient utilisées par les paysans pour tenir l'animal à distance. À la nuit tombante, on pouvait voir sur la façade des maisons une lanterne à loup. À l'intérieur, une chandelle filtrée par la découpe de la tôle qui, soi-disant, effrayait les loups. Dans les Pyrénées, dès l'époque préhistorique, le rhombe était utilisé pour éloigner les loups. Quand on le faisait tournoyer au bout d'une ficelle, cette planchette au bord découpé produisait un inquiétant vrombissement. Quel est vraiment l'avenir de cet animal sauvage qui nous fait tant parler? Le loup restera-t-il l'ennemi de l'homme? Les mentalités vont-elles changer en faveur du grand prédateur? Canis lupus fera-t-il un jour l'orgueil de toutes les Alpes françaises?